East Gillespie est une petite communauté très soudée. Vous vous croyez en sécurité, vous sortez tondre la pelouse, et voilà ce qu'il vous arrive. Se dire que quelqu'un est capable de faire ça à un être humain, c'est vraiment traumatisant, surtout en présence d'un enfant. Il avait une vie parfaite en apparence, et il avait une autre vie la nuit. Il m'a appelé et m'a dit « Les balances finissent aux urgences ». Il y avait un assassin en ville, et c'était peut-être mon voisin. Je donnerais tout pour changer ça. Elle me manque tellement. C'est un cauchemar dont je n'arrive pas à me réveiller. J'ai grandi dans le coin, et c'est marrant comment certains noms vous restent en mémoire, et d'autres pas du tout. Angela Lee, c'est un nom que je n'oublierai jamais. Au moment du meurtre d'Angela Lee en 2003, j'étais adjoint dans la brigade routière et je n'étais pas de service ce soir-là. Mais c'était une petite brigade, dans une petite ville, et les nouvelles vont vite. Angela Lee a été retrouvée chez elle par son petit ami Jason, le père de son fils. En rentrant du travail ce soir-là, il avait fini plus tard que d'habitude. Il l'a trouvée dans la salle à manger, gisant dans une mare de sang, avec de graves blessures à la tête et au cou. Jason a raconté qu'il avait trouvé son fils dans une chambre, à proximité de la salle à manger, en train de regarder la télé. Jason a alors appelé la police. J'ai entendu les voitures de police passer. J'ai téléphoné et on m'a informé qu'il y avait eu un meurtre à East Gillespie. J'étais un peu sous le choc. Il n'y a pas beaucoup de meurtres dans le comté de Macoupin en règle générale. C'est dans cette maison que vivait Angela. C'est la première fois que j'y retourne depuis le meurtre. Ça fait remonter beaucoup de souvenirs. La maison a changé, bien sûr. Mais je me souviens que quand on a découvert Angela, elle était à peu près dans cette zone, je dirais. Elle était étendue sur le dos, avec les jambes croisées. C'était une scène de crime très sanglante. Selon toute vraisemblance, elle avait été battue à mort. C'était un crime d'une rare violence. La victime avait dû beaucoup souffrir. Mais quand on a découvert que son fils de 4 ans se trouvait dans la maison quand c'est arrivé, on a été soulagés que le meurtrier ne s'en soit pas pris à lui. Quand on travaille dans la police, on voit des choses assez horribles. Mais ça dépassait tout ce qu'on avait pu voir. C'est dur d'imaginer que quelqu'un puisse faire ça. Le morceau de crosse de revolver a été retrouvé par ici. Les enquêteurs en ont déduit qu'elle avait été frappée à coups de crosse. Dans ce genre d'affaires, on en vient toujours fatalement à soupçonner le conjoint de la victime. On a donc interrogé le petit ami d'Angela, Jason. Étant donné la nature du crime, il semblait avoir été commis par quelqu'un qui était très en colère contre Angela. Et très souvent, dans ce genre de cas, il s'agit d'un crime passionnel, dans lequel les émotions et les sentiments prennent le dessus. Et le meurtrier ne parvient plus à s'arrêter. On a fait une enquête de voisinage, mais personne n'avait rien vu. Les enquêteurs ont interrogé un employé de la compagnie de bus Cavallo qui travaillait dans le dépôt de l'entreprise, situé juste de l'autre côté de la rue. Et il a déclaré qu'il avait vu Angela en train de tondre sa pelouse vers 17h cet après-midi-là. Donc, c'était le seul témoignage dont on disposait pour essayer d'établir la chronologie du jour du meurtre. Ça, c'est ma petite Angie. C'est mon père qui a pris toutes les photos. Il l'aimait tellement.
Bébé, elle riait tout le temps. Ça, c'est son badge pour l'université. Elle venait tout juste de reprendre ses études avant que ça arrive. Quel immense gâchis. Le 30 juillet 2003, j'ai reçu un appel du père d'Angie qui m'a demandé de venir de toute urgence. Mais je voulais savoir ce qu'il se passait. Alors j'ai insisté et il a fini par me dire qu'Angie avait été tuée. Et je suis quasiment sûre que je suis tombée par terre. Je ne saurais même pas décrire l'effet que ça m'a fait. Je donnerais tout pour changer ça. Le temps ne guérit pas toutes les blessures. Ce n'est pas vrai. Le lendemain, la police scientifique continuait de recueillir des éléments. Je suis retourné sur place pour m'assurer qu'on n'était pas passé à côté de quelque chose. J'ai traversé la rue vers le dépôt de bus Cavallo. Et en longeant la route, j'ai regardé dans le fossé. Et j'ai aperçu un gant en latex bleu. J'ai prévenu les techniciens de la police scientifique qui sont venus faire des photos et récupérer le gant. Sur le parking de la compagnie de bus, ils ont retrouvé un morceau de ruban identique à celui qui se trouvait dans le garage d'Angela. On en a déduit qu'il avait dû se coller sous la chaussure du suspect et qu'il était retombé quand ce dernier était passé sur le parking de la compagnie de bus. Quand je travaillais pour la compagnie de bus Cavallo, je m'occupais du nettoyage. Je nettoyais les bus à l'intérieur et à l'extérieur. Je travaillais de nuit en général, de 17h à 3 ou 4 heures du matin. Le lendemain du meurtre, tout était calme au dépôt. Plus personne ne se regardait, plus personne ne se parlait, tout le monde faisait son boulot, c'est tout. L'ambiance avait changé du tout au tout après ça. Les flics sont arrivés, ils nous ont interrogés, et c'était stressant. Qu'on vous arrête pour un excès de vitesse ou qu'on vous interroge pour... C'est stressant. Rien que le fait de passer devant chez Angela, ça me rendait malade. J'avais la chair de poule quand je passais par là. Tu viens m'aider? Tiens, tu poses les steaks hachés là-dessus et tu mets ça là. Lave-toi les mains d'abord. J'ai connu Angie en CE2 et elle aimait faire des choses que les autres enfants n'aimaient pas faire. Elle n'avait pas peur de se salir. Quand j'ai appris comment Angie avait été tuée, je suis allée vomir et je suis restée au lit pendant 2 jours. Ma sœur a dû venir s'occuper des enfants. La dernière fois que j'avais vu Angie, elle était venue chez nous, elle était toute contente de sa nouvelle maison. Elle avait hâte de l'aménager et d'en faire son petit nid, pour elle et Jason. Angie a commencé à sortir avec Jason quand elle était en seconde. Il était plus vieux que nous. Quand Angie m'a annoncé qu'elle était enceinte, à 17 ans, ça m'a choquée. À cette époque, sa relation avec Jason lui pesait. Angie et Jason ont continué de sortir ensemble, par intermittence, pendant 8 ans. Et durant cette période, ils se quittaient, se remettaient ensemble et voyaient d'autres personnes. Et c'est là qu'elle a connu Brad Wolfe. Angie sortait avec Jason et Brad plus ou moins au même moment. Entre Brad et Jason, elle n'arrivait jamais à choisir. Un jeune homme n'accepte pas très longtemps de passer en second. Et que ce soit Brad ou Jason, il y en avait toujours un des deux qui passait en second et à qui ça ne plaisait pas. Donc, on pouvait se demander si le tueur était l'un des deux.
Pour les médias, le meurtre d'Angela Lee a été un vrai choc. On se demandait qui avait bien pu commettre un tel crime dans cette petite ville. Et est-ce que quelqu'un d'autre était en danger? Après le meurtre d'Angela, la rumeur qu'elle devait de l'argent à quelqu'un a circulé et que c'était sans doute le mobile du meurtre. Au début, je me suis dit qu'elle devait être mêlée à un truc illégal. Parce que j'avais entendu dire que certaines personnes faisaient des choses interdites, comme organiser des fêtes chez le concessionnaire et en mon fort intérieur, je me suis dit que ça devait être en lien avec tout ça. C'était mon impression. Les gens de la ville ont eu très peur quand c'est arrivé. Tout le monde se demandait si c'était son petit ami ou son ex le tueur. Dans les affaires de meurtre de ce genre, on s'intéresse en premier lieu aux conjoints et aux membres de la famille. En matière d'homicide, c'est le b.a.-ba pour la police. Les enquêteurs ont interrogé Jason, le petit ami d'Angela Lee. Et ils lui ont demandé quel avait été son emploi du temps ce jour-là. Jason a déclaré qu'en temps normal, il rentrait vers 17 h de son travail. Mais que ce jour-là, il n'était rentré que vers 21 h parce qu'il avait fait des heures sup. Mais c'était la première fois que ça lui arrivait, donc dans notre esprit, ça soulevait quelques interrogations. Et évidemment, il fallait suivre cette piste. On a interrogé les employeurs de Jason, qui ont confirmé qu'il était chez un particulier pour installer une parabole. Mais on n'excluait pas la possibilité qu'il ait commandité le meurtre. Quand les enquêteurs lui ont demandé s'il avait une idée de qui avait bien pu tuer Angela, il a dit qu'il pensait que Brad Wolfe était impliqué. Ici, avant, c'était la salle à manger. Maintenant, c'est la salle des Pères Noël. Je me suis laissée déborder. Mon préféré, que je n'arrive même plus à atteindre, c'est celui-là. J'ai commencé à collectionner les Pères Noël à la mort d'Angie. Elle était plus que ma fille. C'était ma meilleure amie. Je suis tombée enceinte d'Angie entre la première et la terminale. Le fait d'avoir Angie à 17 ans, ça a été difficile. Mais je ne regrette rien. Le fait d'être une jeune maman, ça m'a fait grandir avec elle. Angie jouait au softball et elle était très douée. Elle excellait dans ce sport. Mais elle a commencé à s'en désintéresser quand elle a commencé à fréquenter des garçons. Et c'est un nouveau chapitre de sa vie qui a commencé. Et puis elle a rencontré Jason. Au fil des ans, j'ai commencé à découvrir certaines choses qu'il se passait entre eux. Je n'appréciais pas beaucoup Jason. Ils n'étaient pas parfaits, ni l'un ni l'autre. Personne ne l'est. Angie est sortie avec Brad Wolfe pendant une période où elle s'était séparée de Jason. Mais je crois qu'elle avait un peu peur de lui et de son entourage, des gens qu'il fréquentait. Elle ne voulait pas les fréquenter, mais lui était, pour ainsi dire, obsédé par Angie. Quand j'ai appris qu'elle avait été tuée, je me souviens avoir hurlé « Brad Wolfe ». J'étais persuadée que c'était lui. Je me suis fait tatouer le nom d'Angie 9 jours après sa mort, avec une étoile à la place du point sur le i. On a toutes les deux un i dans notre nom et on mettait toujours une étoile, et je continue de le faire. J'étais la meilleure amie d'Angie depuis toujours. C'était elle que... Quand il m'arrivait quelque chose, c'était elle que j'appelais en premier. C'est la boîte où je range mes photos d'Angie. Là, Angie et moi, on était allés avec mes cousins au parc aquatique.
Ça a été pris là-bas. Ça, c'était chez notre copine Melissa, et c'est Brad Wolf derrière. Brad Wolf avait un ego énorme. Il se prenait pour un homme, un vrai. Mais il ne faisait rien. Il attendait que ça lui tombe tout cuit dans le bec. Après le meurtre d'Angie, j'ai entendu dire que Brad se vantait de l'avoir tué et qu'il disait à ses copines que si elle ne faisait pas ceci ou cela, elle finirait comme Angie. Donc, Brad Wolf était considéré comme suspect. Mais ce qui est bizarre, c'est que quelques semaines avant qu'Angie ne soit tuée, elle a été renvoyée de la concession où elle travaillait parce qu'elle avait refusé de fermer les yeux sur de probables activités illicites là-bas. Et une semaine plus tard environ, un type qu'Angie et moi, on connaissait, m'a appelé et m'a dit, texto, les balances finissent aux urgences, en parlant d'Angie, comme si elle avait dénoncé quelque chose qu'il avait fait, ou je sais pas. Donc, quand Angie a été tuée, je me suis dit, c'est sûrement lui qui a fait ça. Parce que sinon, qui d'autre aurait voulu la tuer? Elle a été assassinée, et quelqu'un l'a ouvertement menacée quelques semaines plus tôt. C'est forcément ça. Brad Wolf était suspect à cause de sa relation passée avec Angela. Mes premiers contacts avec Brad Wolf dataient de l'époque lointaine où je travaillais à la brigade routière. C'était quelqu'un dont on savait qu'il trempait dans des activités illicites, mais on n'arrivait jamais à trouver quelqu'un qui témoigne contre lui, parce qu'il avait des relations bien placées. Le fait qu'il soit connu des services de police, qu'on le soupçonnait, mais qu'on n'avait jamais pu le coincer, c'était devenu une source de fierté pour lui. Quand les enquêteurs ont interrogé Brad au sujet du meurtre d'Angela Lee, il a dit qu'il était allé à une fête avec un ami la veille et qu'ils étaient revenus en ville vers midi, qu'ils avaient fait un tour en voiture, comme ils en avaient l'habitude. Et puis, vers 17h, son ami l'avait déposé chez ses parents. Quand les enquêteurs ont vérifié l'alibi de Brad, ils ont appelé l'ami avec qui il se trouvait, qui s'appelait Doug. Et dans sa déposition, Doug a confirmé son alibi. Il a confirmé ses dires, quasiment mot pour mot. Mais à mesure que l'enquête avançait, Brad jouait de cette notoriété que lui conférait le fait d'être considéré comme suspect. À plusieurs reprises, on a dû le réinterroger avant de pouvoir le rayer définitivement de la liste des suspects parce qu'il n'arrêtait pas de faire des déclarations, que ce soit à ses copines ou autres, du genre « Je te ferai tuer comme j'ai fait tuer Angela Lee ». Donc, Brad n'arrêtait pas de réapparaître dans cette enquête parce qu'il se servait de son statut de suspect pour intimider les gens et les forcer à faire ce qu'il voulait qu'ils fassent. Donc, Brad a été une nouvelle fois convoqué au bureau du shérif et les enquêteurs l'ont soumis au détecteur de mensonges. Et d'après le technicien, il a répondu à toutes les questions en disant la vérité. Les enquêteurs ont pu rayer Brad de la liste des suspects. Mais vu l'étendue des blessures, c'était forcément quelqu'un de proche d'elle. Donc c'était difficile d'écarter le petit ami Jason. Est-ce qu'il était oui ou non impliqué? C'était la question. La police pensait que celui qui avait fait ça à Angie était forcément quelqu'un qu'elle connaissait, parce que c'était considéré comme un crime passionnel, à cause de sa violence. Donc, quand Brad Wolf a été écarté,
J'étais sûre que c'était Jason. Qu'il l'ait fait lui-même ou qu'il ait payé quelqu'un pour le faire, j'étais persuadée qu'il était impliqué. Je n'ai parlé avec lui qu'après l'enterrement. Il a commencé à raconter comment était Angie quand il l'a découverte. Il était convaincu qu'on lui avait tiré dessus. Il a dit qu'il avait déjà vu des blessures semblables et il a dit qu'il était sûr que quelqu'un lui avait tiré une balle juste là. Il a dit ça de manière très posée, sans montrer aucune émotion, ce qui était étrange après ce qu'il avait vu. Quand on interroge des jeunes enfants dans des affaires d'homicide, il faut faire attention à ne pas les influencer dans leurs réponses. Le service d'assistance juridique de Springfield a été contacté. Ce sont des gens qui ont l'habitude de ce type d'interrogatoire et ils ont été en mesure de lui faire raconter ce qu'il s'était passé. Quand ils ont interrogé le fils d'Angela Lee, il a raconté qu'ils étaient allés tondre la pelouse. Après avoir passé la tondeuse, lui et sa mère sont rentrés. Il a dit qu'il se souvenait d'avoir vu un homme, le tueur. Le tueur s'est jeté sur sa mère et sa mère lui a dit de s'enfuir et d'aller se cacher. Il a déclaré que l'homme était de la même couleur de peau que son père et qu'il était grand et effrayant. À un moment donné, la personne qui l'interrogeait lui a demandé si c'était son papa qui avait commis ce crime. Et le garçon a répondu non. Malheureusement, la seule information qu'il a pu nous fournir, c'était qu'il s'agissait d'un homme grand et effrayant. Donc, à ce stade de l'enquête, Jason a été rayé de la liste des suspects. Mais le fait qu'un enfant de 4 ans ait eu à vivre ça et à être témoin de ça, ça fait vraiment mal au cœur. L'une des premières choses qu'il m'a dites, c'est... Il m'a demandé pourquoi je n'étais pas venue le chercher. Et je lui ai dit que je ne savais pas. Je ne savais pas ce qu'il s'était passé, sinon je serais venue le chercher. C'était horrible. Je dis toujours que je remercie le ciel qu'il n'ait pas été blessé. Mais il a été. Et il l'est toujours. C'est un homme aujourd'hui. J'ai l'impression qu'en perdant Angie, je l'ai perdu lui aussi. Je donnerais tout pour changer ça. Tout. Ça, c'est une partie du dossier d'Angela Lee. Il y a plein d'autres cartons de preuves comme celui-là. C'était une grosse affaire. Dans cette affaire, le plus impressionnant, c'est le nombre de gens dont on a pris la déposition, qu'on a dû interroger. On a fait des prélèvements ADN sur un nombre incalculable de personnes. Au cours de l'enquête, des analyses ADN ont été effectuées sur certains objets récupérés au domicile d'Angela.
Et les résultats ont pointé vers Elias Montano, un habitant d'East Gillespie, qui est donc devenu un suspect potentiel. Lors des interrogatoires, son nom avait déjà été évoqué à plusieurs reprises par certaines personnes parce qu'Angela Lee avait été employée dans la même concession automobile que lui. Et les résultats des analyses des prélèvements effectués sur la scène de crime ont confirmé que l'ADN d'Elias Montano se trouvait à plusieurs endroits de la maison d'Angela. Mon mari Elias et Angie travaillaient ensemble à la concession automobile. Au début, ça ne m'a pas vraiment inquiétée quand ils sont venus nous dire qu'ils interrogeaient les employés de la concession et quand ils sont venus me parler chez moi. C'est seulement quand la police est revenue chez nous la deuxième fois pour l'emmener au poste que j'ai commencé à me demander si Elias était plus impliqué que ça. Les policiers m'ont dit qu'ils avaient retrouvé son ADN et ses empreintes partout dans la maison d'Angie. J'ai demandé à Elias quand il était allé chez Angie et il m'a soutenu qu'il n'y était jamais allé. Je ne l'ai pas cru. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me demander pourquoi la police soupçonnait mon mari. Et puis, on commence à douter de tout. Est-ce que je le connais vraiment? Est-ce que je dors à côté d'un inconnu? Ici, c'est l'école de jiu-jitsu brésilien, le club d'arts martiaux. J'aime le jiu-jitsu parce que c'est le sport le plus dur que j'ai jamais pratiqué. C'est très exigeant, non seulement physiquement, mais mentalement. Mais on en retire beaucoup de plaisir et de nombreux bénéfices. Angie travaillait avec moi à la concession. J'étais le responsable financier et elle était réceptionniste. Qu'une collègue puisse être victime d'un meurtre, ça m'a vraiment fait comprendre que ça peut arriver n'importe où. Le mal est partout. Il y avait quelques mauvaises graines au magasin. Des petits groupes de gens qui aimaient faire la fête. L'ambiance au travail était très dynamique. C'était très speed parce qu'on vendait beaucoup de voitures là-bas. Elias Montano, qu'on surnommait Lee, était conseiller de vente. J'ai appris le métier de vendeur avec lui. Je l'ai observé avec les clients. Il savait y faire. Quand j'ai appris qu'Elias était suspecté, j'étais sous le choc. J'ai jamais imaginé un seul instant qu'il ait pu faire ça. C'était trop bizarre. Ça me touchait de trop près. Voilà votre thé. Merci. Je vous en prie. Le jour où Angie a été tuée, Lee Montano est allé aux urgences pour un poignet cassé. Et Elissa a raconté qu'il s'était cassé le poignet en tapant sur quelque chose parce qu'il était en colère. Je ne sais plus très bien. Mais je le soupçonnais. Et je suis même allée boire un verre avec Elissa et Lee, juste pour essayer d'avoir des informations. Il a commencé à dire qu'il connaissait bien Angie et qu'il serait incapable de faire ça. Et je me disais, j'ai jamais dit que c'était toi. Pourquoi tu essaies absolument de me convaincre? Je trouvais ça très suspect. On a commencé à s'intéresser à Lee Montano parce qu'il y avait ses empreintes partout sur les meubles dans la maison. Quand on a interrogé Lee Montano, il nous a juré qu'il n'était jamais allé chez Angela. Il était catégorique. Il n'avait rien à voir avec le meurtre d'Angela. J'ai rencontré Angie à la concession. Elle avait été engagée comme secrétaire. Elle était jeune, ambitieuse, séduisante. Sa mort a été un vrai choc pour moi. Je me souviens que quand je suis arrivé au magasin, j'ai vu les voitures de police. Quand je suis entré, on m'a pris à part et on m'a demandé de venir au poste de police. J'étais très nerveux, je suis toujours nerveux face à la police. Une fois au poste de police, les enquêteurs m'ont dit qu'on avait retrouvé mes empreintes et mon ADN dans la maison d'Angie. Je ne comprenais pas parce que je n'y avais jamais mis les pieds. Les policiers insinuaient que je savais forcément quelque chose sur ce meurtre.
Je me demandais pourquoi ils étaient aussi insistants au sujet de mon ADN. Et je me souviens qu'ils ont fait mention du canapé. Et là, ça a fait tilt. On lui avait donné nos meubles quand on en avait acheté des neufs. C'est pour ça que mon ADN était dessus. C'est pour ça qu'il y avait mes empreintes. Et c'est pour ça que la police voulait absolument me faire avouer que j'étais allé chez elle et que je savais où elle habitait. Les enquêteurs qui avaient interrogé Montano devaient vérifier qu'il disait la vérité. Ils ont donc contacté Jason, qui a confirmé que Montano leur avait effectivement donné ce canapé. L'enquête se heurtait de nouveau à un mur. Après mon interrogatoire au poste de police, l'ambiance à la concession n'était plus la même. Les ventes ont commencé à baisser, les employés étaient moins sympas. Ça a eu un impact sur les ventes. Ma femme m'a demandé de but en blanc si j'avais tué Angie. Et bien sûr, j'ai dit non. Quand elle m'a demandé ça, bien sûr, ça m'a mis en colère. C'était très tendu à la maison. Et c'est sans doute une des raisons, parmi d'autres, qui ont fait qu'on a divorcé peu de temps après. Durant l'enquête, la police m'a dit qu'Elias menait une double vie. Il avait une vie dans laquelle il avait une femme et des enfants. Une vie parfaite en apparence. Et il avait une autre vie, la nuit, qui était loin d'être irréprochable. Donc, à la fin de cette enquête, je ne savais plus qui était l'homme que j'avais épousé. On a divorcé. J'ai tout de suite demandé le divorce. Après les interrogatoires, après les analyses ADN, le père d'Angie s'est mis en tête que soit j'étais le meurtrier, soit je savais qui c'était. Ça devait être très dur à vivre pour le père d'Angie, mais c'était aussi très dur à vivre pour moi d'avoir été accusé à tort. Ma vie était en train de s'effondrer, tout ça parce que j'avais donné un canapé à quelqu'un. Bonjour. Vous allez bien? En 2007, quand on a mis sur pied une unité spéciale dédiée à cette affaire, je savais qu'il fallait prendre une autre direction. Il fallait étudier d'autres pistes. La compagnie de bus Cavallo employait beaucoup de gens autour d'East Gillespie et dans tout le Midwest. C'était la seule grande entreprise implantée à East Gillespie à cette époque. Et elle se trouvait juste de l'autre côté de la rue, en face de chez Angela. Il nous fallait la liste des employés de Cavallo et le procureur du comté de Macoupin de l'époque a contacté les dirigeants de l'entreprise pour l'obtenir. Ce qui allait nous permettre d'aller interroger les employés pour savoir s'ils avaient vu quelque chose. Il y avait des tas de dossiers à éplucher, mais on a pu en tirer la liste des employés qui étaient présents ce jour-là et on a vérifié s'ils avaient bien tous été interrogés à l'époque, le jour du crime, et s'il en restait encore à contacter. J'étais au travail quand on m'a appelé pour me dire de rentrer chez moi. Il y avait 2 enquêteurs qui m'attendaient. Je me suis demandé ce que j'avais fait. Je suis rentré chez moi, la police était là. Je leur ai dit que j'étais dans un bus en train de nettoyer la veille du meurtre et que j'avais vu la voiture d'un mécanicien garée au bord de l'allée qui longeait le champ de maïs. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu la voiture démarrer en trombe, tout phare éteint. Et elle est partie par là. C'était rare de voir un mécanicien au dépôt à 22 heures. Je me suis demandé ce qu'il faisait là. Quand les policiers m'ont interrogé, je leur ai dit que la veille du meurtre, vers 21h30, 22h, on était en train de nettoyer les bus ici. J'ai entendu une portière de voiture. J'ai levé les yeux et j'ai vu Tony. Tony Ashby était mécanicien. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a rien à faire là.
Les mécaniciens travaillent de jour et l'équipe de nettoyage travaille de nuit, donc on aurait dû être les seuls ici. Tony est égaré ici. On l'a vu démarrer en trombe, les phares éteints. Le fait qu'il ait laissé ses phares éteints, j'ai trouvé ça bizarre. Une semaine plus tard, Tony a quitté la boîte. Mais chez Cavallo, il y avait un gros turnover. Les gens restaient jamais longtemps. Du coup, j'ai pas fait le rapprochement. Jusqu'ici, le nom d'Anthony Ashby n'avait jamais été prononcé. Il n'avait pas été suspecté. On a vérifié le casier judiciaire d'Anthony Ashby. Il n'y avait rien de particulier, mis à part une affaire de trouble à l'ordre public, à Litchfield, dans l'Illinois. Les policiers de Litchfield avaient été appelés à son domicile. Et au moment où ils ont frappé à la porte, ils ont entendu un coup de feu. Ils ont enfoncé la porte, se sont précipités à l'intérieur, ont maîtrisé l'individu, à savoir Anthony Ashby. Ils ont récupéré le revolver avec lequel il avait tiré alors qu'ils étaient devant la porte. On est allé au poste de police de Litchfield pour voir s'ils avaient toujours ce revolver. Ils m'ont emmené dans une pièce, ils ont sorti le revolver. Il manquait les plaquettes de la crosse ainsi que le cran de mire. Au début de l'enquête, on avait retrouvé des morceaux d'une arme à feu. Et les morceaux qui manquaient sur le revolver d'Anthony, qui avait été saisi, correspondaient exactement à ceux retrouvés sur la scène de crime. Tout se recoupait. Le plus dur, c'est de réussir à avoir tout le monde dans le cadre. On a envoyé des enquêteurs sur le lieu de travail d'Anthony pour l'interroger. Est-ce que vous la connaissiez? Non, monsieur. Non. Est-ce que vous l'aviez déjà vue? Parfois devant chez elle. Durant l'interrogatoire, il était très calme. Il n'avait pas l'air stressé. Est-ce que vous êtes déjà allé chez elle? Non. J'avais aucune raison. Ou dans son jardin, ou... Non. Et jamais dans la maison? Non. Vous pensez qu'on devrait faire quoi à celui qui est responsable de ça? Pour l'avoir tué? Oui. La même chose. Comment ça? Le tuer aussi. Je suis marié. Et... on m'a toujours dit qu'on ne devait pas frapper les femmes. Donc, avec ma femme, même quand on se dispute... Oui. Ça me viendrait même pas à l'idée. Bien sûr. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. Bien sûr. Les enquêteurs ont évoqué le jour où il avait tiré un coup de feu chez lui. J'ai eu un petit souci. Alors, ce qu'il s'est passé, c'est que les flics ont frappé à la porte et ça m'a réveillé. Je dormais profondément et je me suis levé. J'avais mon revolver. Quel idiot. J'avais le pouce appuyé sur le chien, il était pointé vers le sol, et le coup est parti. Et les policiers étaient là? Ouais. Vous avez dû avoir des ennuis. Ouais. À part ça, je m'en suis jamais servi. On lui a demandé s'il avait vendu ou donné le revolver. Et il a dit que non. Donc à ce stade, on savait qu'il n'avait donné ce revolver à personne. Et qu'il l'avait toujours gardé depuis le meurtre. Vous êtes déjà retourné au dépôt de bus tard le soir? Non. Vous n'y êtes jamais retourné pour travailler? Non, j'avais aucune raison d'y retourner. Des gens vous ont vu là-bas. On a commencé à lui mettre la pression. Tout le monde regarde les séries télé et tout le monde sait comment ça marche. L'ADN, toutes ces preuves scientifiques sont fiables. Donc, on veut juste vous traiter de manière équitable. Ok. C'est tout ce que j'essaie de faire. Et je pense que ce que vous allez nous dire va être déterminant pour la suite. Je suis sincèrement persuadé que vous avez des circonstances atténuantes. Et je veux simplement vous donner la possibilité de nous les expliquer et de nous en parler. On est prêt à vous écouter, à entendre votre version des faits, ce que vous pouvez nous en dire.
Parce qu'on sait déjà beaucoup de choses de notre côté. Beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Sinon, vous ne seriez pas là. On n'est pas là par hasard pour essayer de vous mettre quelque chose sur le dos. Votre nom n'est pas sorti de nulle part. À ce stade, c'est potentiellement votre vie qui est en train de se jouer. Il a montré des signes de nervosité. J'ai rien à voir avec ça. Et il me semble que si je ne suis pas en état d'arrestation, vous n'avez qu'à parler avec mon avocat. Je peux partir? Écoutez. Est-ce que je peux partir? C'est ridicule. J'ai dit que c'était pas moi. Et ce que vous faites, c'est du harcèlement. Vous trouvez? Oui. Pourquoi? Parce que vous vous acharnez sur moi. C'est bon? On a terminé? Oui, je crois qu'on peut arrêter l'enregistrement si vous voulez. Ouais, parce que j'ai rien à voir avec ça, vous voyez? On a fait des prélèvements ADN sur le revolver qu'Anthony Ashby avait en sa possession et on a pu vérifier qu'il correspondait à l'ADN d'Angela Lee. C'est vraiment ce qui a fait tomber Anthony Ashby. Quand j'ai appris que Tony avait été arrêté pour le meurtre, j'ai presque fait dans mon froc. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse être violent. Il n'avait jamais été violent. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais heureuse et triste, soulagée, comme si on m'ôtait un poids énorme des épaules. Les enquêteurs auraient pu ne jamais le coincer. Je leur suis reconnaissante. Ashby a tué Angela Lee après avoir passé du temps à l'épier à travers sa fenêtre et avoir fantasmé sur elle. Il a voulu pousser son fantasme un peu trop loin et elle a surpris son manège. À ce stade, il a cru qu'il pourrait lui expliquer et qu'elle comprendrait. Et quand il a vu que ce n'était pas le cas, il l'a tué. Quand il a plaidé coupable en échange de 33 ans de prison, je me suis sentie flouée. Angela n'a pas eu la justice qu'elle méritait. Il sortira à 60 ans. J'ai peur de ce qu'il pourrait se passer quand il sortira si je le croise à une station-service, par exemple. Rien que l'idée de le croiser, j'arrive même pas à l'imaginer. Je sais pas ce que ça me ferait. Depuis le meurtre d'Angela, je ne vois plus les gens de la même façon. Je leur fais moins confiance. Je me dis dans ma tête, c'est toi le prochain tueur? Avant, je ne voyais pas les gens comme ça. Ça m'a affecté à différents niveaux. Ça m'a fait comprendre qu'il ne faut jamais abandonner. Ne jamais arrêter de travailler sur une affaire. J'ai le cœur en miettes depuis que j'ai perdu ma fille. C'est pas seulement le fait de la perdre, mais aussi la manière dont elle est morte. Elle me manque. Tous les jours, je me réveille et je me souviens qu'elle n'est plus là et que je ne la reverrai jamais. Voici la première étape de la partie 1 rédigée dans un style littéraire et documentaire immersif, fluide et continu tout en respectant scrupuleusement les règles de communauté. Dans le silence paisible du département du Loiret, là où les paysages du centre-val de Loire s'étendent à perte de vue entre forêts profondes et plaines agricoles, la petite commune de Saint-Arnoult semble protégée du bruit, de la fureur du monde extérieur. C'est un endroit où tout le monde se connaît, ou presque où les journées s'écoulent au rythme rassurant des saisons et où l'on imagine rarement que le drame puisse s'inviter au pas de la porte. C'est pourtant là, au cœur de cette tranquillité provinciale, que s'est jouée l'existence d'Élise Morel. À seulement 22 ans, Élise incarnait cette jeunesse, pleine de promesses, cette vitalité douce mais déterminée qui marque tous ceux qui croisent sa route. Ceux qui ont connu Élise gardent le souvenir d'une jeune femme solaire, chaleureuse et profondément bienveillante. Travailleuse assidue, elle affrontait le quotidien avec un courage remarquable sans jamais se plaindre des difficultés que la vie pouvait mettre sur son chemin.
Mais au-delà de sa gentillesse naturelle et de son investissement professionnel, le centre absolu de son univers portait un petit nom, son fils. Devenir mère à un jeune âge avait transformé Élise. Ce petit garçon était sa fierté, sa boussole, la lumière qui guidait chacun de ses choix. Pour lui, elle était prête à déplacer des montagnes, à cumuler les efforts et à bâtir un foyer stable rempli d'amour et de sécurité. Les personnes de son entourage décrivent une relation fusionnelle empreinte de tendresse où chaque regard et chaque geste témoignaient d'un dévouement maternel sans faille. Cependant, le parcours d'Élise n'avait pas toujours été un long fleuve tranquille. Quelques années plus tôt, elle avait dû faire face à une épreuve douloureuse, la rupture avec son ancien compagnon, le père de son enfant. Séparer deux chemins qui s'étaient croisés n'est jamais une chose facile, encore moins lorsqu'un jeune enfant se retrouve au milieu du dialogue. Mais avec la maturité et la douceur qui la caractérisaient, Élise avait su gérer cette transition avec beaucoup de dignité. Elle avait accepté la fin de ce chapitre avec résilience, concentrant toute son énergie sur la reconstruction de son quotidien et sur le bien-être de son fils. Pour elle, cette séparation n'était pas un échec définitif, mais simplement une étape nécessaire pour retrouver la paix et réinventer son avenir. Élise était jeune, elle avait la vie devant elle. Et elle gardait au fond du cœur l'espoir sincère d'offrir à sa petite famille un nouveau départ harmonieux. C'est précisément dans cette période de renouveau et de quête de stabilité que le destin d'Élise va croiser celui de Julien Marchand. Lorsqu'il apparaît dans sa vie, Julien semble porter toutes les qualités que l'on pourrait espérer chez un partenaire. L'homme présente bien. Il a de l'allure, s'exprime avec aisance et fait preuve dès les premiers instants d'une attention remarquable. Pour Élise, qui sort de mois compliqués, marqués par la solitude et les incertitudes de la monoparentalité, cette rencontre ressemble à une véritable bouffée d'air frais. Julien ne se contente pas d'être courtois avec elle. Il se montre également prévenant, poli avec ses proches et sincèrement désireux de s'intégrer dans son univers. Il apporte une présence rassurante, un soutien qui semble sincère et une épaule solide sur laquelle la jeune femme pense pouvoir s'appuyer. Les premières semaines de leur relation ressemblent à une parenthèse enchantée. Julien sait trouver les mots justes pour rassurer Élise, pour lui faire compliment sur sa force de caractère et sa dévotion en tant que mère. Il se montre présent sans être envahissant, offrant des cadeaux attentionnés, des gestes du quotidien qui touchent profondément la jeune femme. Pour la famille d'Élise qui observe avec soulagement ce nouveau bonheur poindre à l'horizon, Julien passe pour un homme équilibré. Un gentleman exemplaire qui semble vouloir prendre soin d'Élise et de son enfant. La jeune mère commence alors à rouvrir son cœur, repoussant les blessures du passé et laissant à nouveau entrer la possibilité d'un avenir partagé. Dans le décor paisible de Saint-Arnoux, cette idylle naissante prend des airs d'histoire idéale, un chapitre lumineux où le réconfort semble enfin l'emporter sur les épreuves d'autrefois. Mais derrière cette façade impeccable, sous ce masque d'homme idéal que Julien Marchand présente au monde et à celle qu'il prétend aimer la réalité, commence doucement à se déformer. Ce que personne ne sait encore, c'est que cette perfection affichée n'est que la première étape d'un piège psychologique qui commence à se refermer silencieusement. Les prémices d'une illusion magnifique qui, jour après jour, va laisser place à une réalité bien plus sombre. Au fil des semaines, l'illusion parfaite qui entourait les débuts de cette relation commence à s'effriter doucement. À mesure que l'intimité s'installe entre Élise et Julien, le visage prévenant et chaleureux des premiers jours laisse place à une personnalité bien plus complexe, traversée d'ombres et d'attitudes de plus en plus déconcertantes. Ce changement ne s'opère pas du jour au lendemain par un éclat brutal, mais par de petites touches successives, presque imperceptibles au départ, qui finissent par altérer profondément l'atmosphère au sein du couple. Julien commence à laisser paraître une jalousie rampante, un sentiment d'insécurité permanent qu'il masque d'abord sous le prétexte d'un amour passionné et protecteur. Au début, ces interrogations prennent la forme de simples marques d'intérêt. Il s'informe sur son emploi du temps, demande avec qui elle a discuté durant sa journée de travail ou s'intéresse de près à ses échanges sur les réseaux sociaux. Pour Élise, qui cherche avant tout la paix et l'harmonie, ces questions ressemblent encore à de la curiosité affectueuse. Elle y répond avec la transparence et la sincérité qui la caractérisent sans imaginer un seul instant que chaque détail partagé servira plus tard
à nourrir une inquiétude injustifiée. Mais très vite, la tension se transforme en surveillance. Le besoin de contrôle de Julien devient envahissant, dicté par une volonté de régir le moindre aspect de la vie d'Élise. Il commence à manifester un agacement mal dissimulé lorsqu'elle met trop de temps à répondre à ses messages textuels, exigeant des justifications immédiates pour le moindre retard, même de quelques minutes. L'atmosphère détendue de leur début d'histoire fait place à une tension diffuse. Dans la discrétion de leur quotidien, Julien remet en question les intentions des amis de la jeune femme, instillant le doute sur la sincérité de ceux qui l'entourent depuis toujours. Chaque sortie sans lui devient le théâtre d'explications interminables où Élise se retrouve contrainte de rassurer sans cesse un partenaire devenu profondément méfiant. Cette emprise grandissante s'accompagne d'une modification progressive des comportements au sein du foyer. Julien exprime de façon de plus en plus véhémente son désaccord face au choix vestimentaire d'Élise, à ses habitudes professionnelles ou à la manière dont elle organise son temps libre. Les sautes d'humeur deviennent fréquentes. Un mot de travers une simple inattention ou un appel téléphonique d'un proche peuvent suffire à déclencher chez lui une colère froide ou des reproches amers. Pour préserver la sérénité de son domicile et surtout pour protéger son jeune fils de ces éclats de tension désagréables, Élise commence à arrondir les angles. Elle adapte ses attitudes, surveille ses propres paroles et modifie progressivement ses habitudes pour éviter les frictions, s'enfermant sans s'en rendre compte dans une posture d'adaptation permanente. Parallèlement à cette surveillance quotidienne, un processus d'isolement s'installe. Julien entreprend de distancer Élise de son cercle amical le plus proche. Avec une rhétorique habile, il critique ses amitiés de longue date, suggérant que ces personnes ne cherchent pas son bien ou qu'elles influencent négativement leurs relations. Les invitations entre amis se font de plus en plus rares, déclinées par épuisement ou par crainte d'affronter une nouvelle scène de jalousie au retour. Élise, autrefois si ouverte, chaleureuse et entourée, se retrouve peu à peu coupée des moments de convivialité qui faisaient son équilibre. Ses interactions sociales se réduisent au strict minimum nécessaire pour son travail et sa vie familiale, resserrant le périmètre de son existence autour de la présence quasi exclusive de Julien. Le téléphone portable de la jeune femme devient à son tour un objet de fixation intense. Julien développe l'habitude d'inspecter les notifications, exigeant de connaître le contenu des conversations privées d'Élise. Cette intrusion constante dans son intimité crée un sentiment d'oppression grandissant chez la jeune mère. Elle prend conscience que la liberté d'action qu'elle appréciait tant s'amenuise de jour en jour. La personnalité de Julien, autrefois perçue comme un roc rassurant, se révèle être un carcan rigide où la confiance n'a plus sa place. La moindre tentative d'Élise pour affirmer son indépendance ou fixer des limites se heurte à des disputes épuisantes, où le sentiment de culpabilité lui est renvoyé avec insistance. Malgré la lourdeur de cette situation, Élise tente de maintenir une apparence de normalité face au monde extérieur. Devant sa famille et ses collègues de travail, elle conserve son sourire et son efficacité, taisant les tensions intérieures qui érodent son quotidien. Cette dualité entre la façade harmonieuse affichée en public et le climat pesant vécu en privé pèse lourdement sur ses épaules. La jeune femme se retrouve prise dans une dynamique complexe, oscillant entre la prise de conscience douloureuse de la réalité de sa relation et l'espoir tenace d'un retour aux jours heureux des premiers mois. L'évolution du comportement de Julien crée ainsi une fêlure profonde dans ce qui devait être une nouvelle vie épanouissante. L'espace d'autonomie d'Élise se réduit progressivement, laissant place à une sensation d'enfermement psychologique où chaque initiative personnelle devient une source potentielle de conflit. Ce changement de climat au sein du couple marque le franchissement d'un cap déterminant, posant les bases d'une impasse affective dont il deviendra de plus en plus difficile de s'extraire. Face à cette détérioration progressive du climat conjugal, Élise se retrouve confrontée à une réalité difficile à accepter. La jeune femme dynamique et indépendante qu'elle était autrefois s'efface peu à peu sous le poids d'un quotidien marqué par la vigilance constante et l'épuisement psychologique. Dans la solitude de ses pensées, elle mesure désormais l'immense décalage entre les promesses des premiers jours et la rigueur du cadre dans lequel Julien tente de l'enfermer. Les moments de répit se font de plus en plus rares, rapidement balayés par le retour d'une remarque cassante
d'un soupçon infondé ou d'une demande d'explication injustifiée. Au cœur de cette tourmente, le rôle de mère demeure la priorité absolue d'Élise, son ancrage le plus solide. Lorsqu'elle observe son jeune fils jouer paisiblement dans le salon, une prise de conscience lucide s'impose à elle. Cet environnement tendu et imprévisible n'est pas le cadre serein qu'elle s'était promise d'offrir à son enfant. L'atmosphère lourde qui s'installe lors des crises d'humeur de Julien risque d'impacter l'équilibre de cette petite vie qu'elle protège par-dessus tout. Ce devoir de protection ravive en elle une étincelle de détermination. Élise réalise que pour le bien de son fils, mais aussi pour préserver sa propre dignité, la situation ne peut plus durer ainsi sans réaction. Elle tente alors à plusieurs reprises d'ouvrir le dialogue avec Julien, choisissant des moments de calme apparente pour aborder le sujet avec toute la douceur dont elle est capable. Avec calme et maturité, Élise pose des mots sur son ressenti, exprimant son besoin vital d'air de liberté et de respect mutuel. Elle lui explique que la confiance ne peut pas s'épanouir dans la surveillance et le contrôle permanent. À chaque tentative de discussion, elle espère provoquer un déclic chez son compagnon, lui faire comprendre que son attitude est en train de détruire ce qu'ils ont construit. Elle veut croire qu'il s'agit d'un dysfonctionnement temporaire, d'une insécurité passagère que Julien pourrait surmonter avec de la bonne volonté et une prise de conscience sincère. Cependant, les réactions de Julien à ses appels au dialogue révèlent toute la complexité de son emprise. Face aux remarques d'Élise, il alterne avec une grande habileté entre différentes postures émotionnelles. Parfois, il adopte une attitude de regret profond, affirmant que ses réactions excessives ne sont que la preuve d'un amour démesuré et de la peur panique de la perdre. Il formule des promesses répétées d'apaisement, promettant de faire des efforts majeurs et de changer de comportement. Ces moments de vulnérabilité, feinte ou sincère, entretiennent chez la jeune femme un espoir fragile. D'autres fois, Julien inverse les rôles, accusant Élise d'être responsable de ses emportements par son manque de compréhension ou son attitude jugée trop distante. Ce jeu d'alternance entre promesses de changement et culpabilisation crée chez Élise une confusion profonde, la faisant osciller sans cesse entre le désir de rupture et l'illusion d'une amélioration possible. Au fil des semaines, cet espoir s'avère n'être qu'un mirage. Chaque période de calme relatif est rapidement suivie d'une nouvelle dégradation, souvent plus marquée que la précédente. Élise réalise peu à peu qu'elle se trouve prise au piège d'un schéma répétitif où les promesses d'amélioration ne servent qu'à retarder l'échéance d'une décision inévitable. La lassitude s'installe profonde et tenace. La jeune mère commence à comprendre que l'homme dont elle est tombée amoureuse n'existe que par intermittence, et que le véritable visage de Julien est celui d'un homme incapable d'offrir une relation basée sur l'égalité et la sérénité. Dans cette phase d'incertitude poignante, la tentation de rompre définitivement devient de plus en plus concrète dans l'esprit d'Élise. Elle commence à envisager sérieusement l'avenir sans lui, à réimaginer sa vie de jeune mère célibataire, retrouver la liberté de ses mouvements, la joie des rencontres simples avec ses proches et la paix de son foyer. Plusieurs fois, la décision semble prise. Élise trouve la force intérieure de signifier à Julien son souhait de mettre un terme à leur histoire. Mais concrétiser une séparation face à un partenaire, usant d'un contrôle psychologique, s'avère être un parcours semé d'obstacles complexes. À chaque fois qu'Élise tente de poser un acte définitif de rupture, Julien déploie un trésor d'arguments pour la retenir. Il sollicite son empathie, rappelle les souvenirs heureux, promet une thérapie ou invoque l'attachement qu'il porte à la petite famille qu'il forme. Élise, poussée par sa gentillesse naturelle et son désir viscéral d'éviter le conflit destructeur, accepte encore une fois de repousser l'échéance, accordant une ultime chance à une relation déjà profondément détériorée. Cette hésitation permanente, ce tiraillement entre la nécessité absolue de se protéger et la peur des conséquences d'une séparation brutale, épuise les dernières ressources nerveuses de la jeune femme. Sans le savoir, en maintenant ce statu quo précaire et en continuant de côtoyer un homme dont les réactions deviennent de plus en plus imprévisibles à mesure qu'il sent son influence, lui, échappée Élise, met le pied sur un terrain d'une extrême vulnérabilité. La décision de rompre est prise dans son cœur, mais le moment d'exécuter ce choix tarde à venir.
C'est dans ce climat de tension sous-jacente, d'espoir déçu et de liberté confisquée que l'histoire s'achemine lentement vers la fin du mois d'octobre. Élise continue de se rendre au travail chaque jour, de s'occuper de son fils et de faire bonne figure, ignorante du fait que le temps joue contre elle et que l'équilibre instable de son quotidien est sur le point de basculer. Définitivement, les journées de la fin du mois d'octobre apportent avec elles le décor caractéristique de l'automne dans le Loiret. Les températures chutent doucement, un vent frais balaye les rues de la petite commune de Saint-Arnoult et les feuilles mortes s'entassent le long des trottoirs, teintant le paysage de nuances ocre et dorées. Dans ce cadre paisible, où la vie semble suivre son cours ordinaire, Élise Morel s'efforce de maintenir une trajectoire stable. Malgré le climat lourd qui pèse sur sa vie sentimentale et les tensions quotidiennes qui l'épuisent, la jeune femme de 22 ans ne laisse rien paraître dans son environnement professionnel. Comme à son habitude, elle accomplit ses tâches avec rigueur, le sourire aux lèvres animé par la perspective de retrouver son fils à la fin de la journée et de partager des moments chaleureux avec ceux qu'elle aime. Ce soir-là, une réunion familiale particulièrement importante est programmée. C'est l'un de ces rassemblements chaleureux que la famille d'Élise affectionne, tant où l'on se retrouve autour d'une grande table pour partager un repas, échanger des nouvelles et resserrer les liens du sang. Pour Élise, ces moments en famille représentent un véritable havre de paix, une parenthèse enchantée, où elle peut enfin relâcher la pression accumulée au fil des semaines. Elle a confirmé sa présence bien à l'avance, promettant d'arriver dès la fin de sa journée de travail. Ses proches connaissent sa ponctualité exemplaire et son attachement viscéral à ses retrouvailles. Pour rien au monde, la jeune mère ne manquerait une telle occasion de voir son enfant sourire entouré de ses grands-parents et de ses proches. La journée d'Élise touche à sa fin. Elle salue ses collègues avec sa bienveillance habituelle, rassemble ses affaires et quitte les locaux de son entreprise. À cet instant précis, rien ne laisse présager que le cours de son existence est sur le point de basculer. Les gestes sont simples, familiers, ancrés dans la routine rassurante d'une fin de journée d'automne. Élise s'éloigne de son lieu de travail, prête à rejoindre le lieu du rendez-vous familial. Mais à mesure que l'obscurité s'installe sur la région, le temps commence à s'égrener d'une manière inhabituelle et inquiétante. Dans la maison familiale où les préparatifs du repas touchent à leur fin, l'ambiance est d'abord à la convivialité. On dresse la table, on ajuste les sièges, on attend l'arrivée d'Élise pour débuter la soirée. Cependant, les minutes passent et la jeune femme n'apparaît toujours pas. L'horloge indique une heure qui dépasse largement son retard habituel, si tant est qu'elle en ait jamais eu. Au début, l'attente s'accompagne d'explications simples et rationnelles. Un embouteillage imprévu à la sortie de la ville, une course de dernière minute ou peut être une communication téléphonique qui s'est prolongée plus que de raison. Mais au fur et à mesure que l'aiguille tourne, un sentiment d'inconfort subtil commence à s'immiscer parmi les convives. Inquiet de cette absence injustifiée, ses proches décident de prendre les devants. L'un d'eux saisit son téléphone et compose le numéro d'Élise. L'appareil émet une tonalité, puis une seconde, avant de basculer irrémédiablement sur la messagerie vocale. Un premier message est laissé empreint d'une légère perplexité, mais encore calme, lui demandant de rappeler dès qu'elle en aura l'occasion. Les minutes s'écoulent à nouveau lourdes et silencieuses. Une deuxième tentative est faite, puis une troisième, une quatrième. Le résultat reste désespérément le même, le téléphone sonne dans le vide avant de renvoyer systématiquement vers le répondeur automatique. À cet instant précis, la nature de l'inquiétude change profondément. Pour la famille d'Élise, ce silence prolongé n'est pas simplement inhabituel. Il est totalement incohérent avec la personnalité de la jeune femme. Élise est une mère fusionnelle, une personne d'une fiabilité absolue, qui n'aurait jamais laissé ses proches sans nouvelles, encore moins lors d'un événement où son fils l'attend. Si un imprévu majeur s'était présenté, elle aurait trouvé un moyen, quel qu'il soit, de prévenir son entourage. L'absence d'appel, l'absence de message, cette rupture soudaine et totale du contact, crée un vide assourdissant qui fait monter la tension d'un cran dans le foyer familial. Les sourires du début de soirée s'effacent pour faire place à des visages fermés marqués par une appréhension grandissante. On tente de joindre des connaissances, des collègues qui auraient pu la croiser au moment où elle quittait le travail, des amis proches qui auraient pu recevoir un signe de sa part. Mais chaque appel se heurte à la même réponse négative. Personne n'a vu Élise
Depuis sa sortie de l'entreprise, personne n'a reçu le moindre SMS. La certitude qu'il ne s'agit pas d'un simple contretemps s'impose alors avec une évidence glaçante. Alors que la nuit est maintenant complètement tombée sur le Loiret, la panique gagne peu à peu les proches de la jeune femme. Les scénarios les plus divers traversent l'esprit de ses parents: un accident de la route sur une chaussée glissante, une panne mécanique dans une zone isolée, sans réseau téléphonique, ou un malaise soudain. Mais au-delà de ces hypothèses purement accidentelles, une ombre plane déjà dans les esprits, une pensée troublante que chacun hésite encore à exprimer à voix haute, la situation conflictuelle et étouffante dans laquelle Élise se trouvait depuis quelques mois avec son compagnon Julien. Face à ce silence anormal qui se prolonge désormais depuis plusieurs heures, la famille comprend qu'il n'y a plus une minute à perdre. L'attente passive n'est plus possible. Rassemblant leur courage malgré la peur qui leur noue la gorge, les proches d'Élise décident d'agir immédiatement. Ils quittent la maison et se dirigent vers le commissariat de police le plus proche afin de signaler cette disparition incompréhensible. À cet instant précis, alors que la porte du poste de police s'ouvre sur une nuit fraîche et incertaine, l'histoire bascule. Ce qui n'était jusqu'alors qu'un retard inquiétant devient officiellement une affaire de disparition inquiétante, marquant le point de départ d'une alerte générale et d'une course contre la montre dont personne ne peut encore prédire l'issue. Dès la signalisation de la disparition d'Élise Morel par ses proches anxieux, les services de police mesurent immédiatement la gravité de la situation. Dans les bureaux du commissariat, l'atmosphère devient d'un coup grave et méthodique. Les affaires de disparition ne sont jamais prises à la légère, d'autant plus lorsqu'elles concernent une jeune mère de famille de 22 ans, sans le moindre historique d'instabilité ou de fuite imprévue. Les déclarations de la famille sont enregistrées avec une précision chirurgicale, l'horaire précis de sa sortie du travail, son itinéraire habituel, ses vêtements ce soir-là, et surtout cette certitude constante qu'Élise n'aurait sous aucun prétexte abandonné son enfant sans prévenir. Une procédure pour disparition inquiétante est instantanément déclenchée, marquant le coup d'envoi d'une course contre la montre décisive. Pour les enquêteurs chevronnés de la police judiciaire, les premières heures qui suivent une disparition sont cruciales. Chaque minute qui s'écoule voit le fil des indices s'effilocher et les souvenirs des témoins potentiels s'altérer. Une équipe est immédiatement dépêchée sur le terrain afin d'entreprendre les premières vérifications d'urgence. On contrôle les hôpitaux de la région du Loiret pour s'assurer qu'une jeune femme correspondant à son signalement n'a pas été admise à la suite d'un accident de la circulation ou d'un malaise soudain. Les registres des urgences sont épluchés, mais le nom d'Élise Morel n'y figure nulle part. En parallèle, les forces de l'ordre procèdent aux vérifications routières. L'hypothèse d'une sortie de route nocturne sur une chaussée glissante ou mal éclairée est prise très au sérieux. Des patrouilles parcourent minutieusement le trajet que la jeune femme aurait dû emprunter entre son lieu de travail et le domicile familial. Les fossés, les virages dangereux et les abords des zones boisées sont inspectés à la lumière des projecteurs. Mais là encore, les recherches ne donnent absolument rien. Aucune trace de freinage d'urgence, aucun débris de carrosserie, aucun véhicule immobilisé sur le bas-côté. La trajectoire d'Élise semble s'être volatilisée dans la nature dès l'instant où elle a franchi les portes de son entreprise. Face à cette absence totale d'indices physiques immédiats, les enquêteurs réorientent leur stratégie vers l'analyse de l'environnement numérique et téléphonique de la disparue. Avec l'accord des autorités judiciaires, une réquisition en urgence est envoyée aux opérateurs de téléphonie mobile afin d'obtenir le bornage précis du téléphone portable d'Élise. Les données informatiques révèlent un élément troublant. Le signal du téléphone a cessé d'émettre brutalement dans la soirée, peu de temps après sa sortie du travail. Pas d'appel émis, pas de message envoyé, pas de déplacement enregistré par les pucerelets tard dans la nuit. Le téléphone a été soit éteint volontairement, soit privé de sa batterie, soit détruit. Ce détail technique renforce considérablement l'inquiétude des policiers, écartant presque définitivement la thèse de l'accident classique où le téléphone continue généralement de borner dans la même zone. Les enquêteurs élargissent alors leur champ d'investigation en procédant à des auditions systématiques dans l'entourage d'Élise. Ses collègues de travail sont interrogés un par un,
Tous décrivent une jeune femme égale à elle-même lors de sa dernière journée professionnelle souriante, impatiente de retrouver son fils et sa famille pour le repas du soir. Aucun changement de comportement n'a été remarqué, aucune confidence n'a été faite concernant un projet de départ improvisé. Élise n'avait manifestement aucune intention de disparaître. La thèse d'une fuite volontaire ou d'une crise existentielle s'effondre d'elle-même. C'est au cours de ces précieuses auditions de l'entourage intime que les policiers mettent en lumière le contexte relationnel complexe dans lequel évoluait la jeune femme depuis quelques mois. Les langues se délient chez ses amis proches et sa famille qui révèlent aux enquêteurs la détérioration progressive des relations entre Élise et son nouveau compagnon. Ils évoquent la jalousie excessive de cet homme, son besoin inquisiteur de tout contrôler, ses accès de colère et la pression psychologique constante qu'il faisait subir à la jeune mère. Les proches racontent comment Élise se sentait de plus en plus étouffée et comment elle envisageait sérieusement d'imposer une rupture définitive pour protéger sa tranquillité et celle de son enfant. Ces témoignages concordants apportent un éclairage nouveau et déterminant sur le dossier. L'affaire prend une tournure bien plus sombre. La disparition spontanée ou l'accident au hasard s'efface peu à peu devant une hypothèse beaucoup plus inquiétante, celle d'un drame survenu au sein du cercle privé. Pour les enquêteurs de la police judiciaire, une question centrale s'impose désormais avec une urgence absolue. Il s'agit de reconstituer les toutes dernières minutes où la jeune femme a été vue en vue de vérifier chaque emploi du temps et de déterminer précisément avec qui Élise Morel avait rendez-vous au moment où son téléphone a cessé d'émettre dans la nuit d'octobre. À mesure que l'enquête sur la disparition d'Élise Morel s'intensifie, la pression monte au sein de la brigade chargée de l'affaire. L'hypothèse d'une fuite volontaire étant définitivement écartée par la personnalité de la jeune mère et par l'absence totale de mouvement sur ses comptes bancaires, les policiers concentrent désormais leurs efforts sur l'analyse minutieuse des toutes dernières heures ayant précédé l'extinction de son téléphone portable. Chaque témoignage, chaque élément technique et chaque détail du quotidien d'Élise sont réexaminés à la loupe pour tenter de reconstruire le fil invisible de cette soirée d'octobre. C'est dans ce contexte de recherche méthodique que l'attention des enquêteurs se fixe inévitablement sur une figure centrale de l'entourage de la disparue, son compagnon Julien Marchand. Dans toute procédure concernant la disparition suspecte d'une personne engagée dans une relation sentimentale marquée par des tensions, les usages policiers imposent de vérifier en priorité l'emploi du temps du partenaire. Les révélations faites par la famille et les amis d'Élise concernant la jalousie maladive de Julien et ses velléités de contrôle apportent un éclairage troublant. L'homme qui se présentait jusqu'alors comme un soutien éploré devient soudain l'élément clé autour duquel gravitent toutes les interrogations. Les officiers de police judiciaire décident de convoquer Julien pour une première audition formelle. L'objectif est clair, établir une chronologie irréprochable de ses déplacements au cours de la soirée de la disparition, vérifier ses déclarations et déterminer s'il a été en contact avec Élise après sa sortie du travail. Lorsque Julien franchit la porte du commissariat, son attitude est scrutée avec une attention extrême par les enquêteurs. L'homme se montre d'un calme surprenant, presque détaché face à la gravité de la situation. Il s'exprime d'une voix posée sans manifester la fébrilité ou l'émotion débordante que l'on pourrait attendre d'un homme dont la compagne a mystérieusement disparu depuis plus de 24 heures. Au cours de cet entretien initial, Julien répond aux questions des policiers avec une assurance apparente. Il reconstitue son emploi du temps de la soirée avec une précision presque trop parfaite, égrenant les heures et les lieux avec une aisance travaillée. Selon ses dires, il aurait effectivement croisé Élise brièvement après son travail pour discuter de détails d'organisation quotidienne. Il affirme l'avoir accompagnée sans encombre et soutient avec de grands gestes de sincérité qu'il l'a laissée en parfaite santé. Il jure n'avoir aucune idée de ce qui a pu lui arriver par la suite, suggérant même aux policiers de chercher du côté de mauvaises fréquentations ou d'un imprévu survenu sur son trajet de retour. Cependant, malgré la sérénité affichée par le suspect, les enquêteurs aguerris décèlent rapidement de légères fissures dans sa narration. Certains détails de son récit ne s'alignent pas parfaitement avec les éléments déjà recueillis sur le terrain. Les horaires qu'il avance pour justifier de sa présence à son propre domicile semblent flous ou ajustés a posteriori.
De plus, lorsqu'il évoque l'état d'esprit d'Élise, ce soir-là, il tente de minimiser les tensions récentes au sein de leur couple, présentant leur relation sous un jour idyllique qui contredit formellement les nombreux messages retrouvés par les policiers dans le cadre des analyses de téléphonie. Parallèlement à cette audition, les enquêteurs exploitent les premières données techniques issues des caméras de vidéoprotection installées dans la ville et le long des grands axes routiers du département. L'imagerie urbaine commence à parler. Plusieurs séquences vidéo captées au cours de la nuit révèlent la présence du véhicule de Julien à des endroits et à des heures qui ne correspondent pas du tout aux déclarations qu'il vient d'enregistrer sur procès-verbal. Au lieu d'être paisiblement chez lui, comme il l'affirmait avec aplomb, son véhicule a été repéré en déplacement tardif, effectuant des trajets inhabituels à travers l'agglomération et vers la périphérie. Ce décalage flagrant entre la parole du compagnon et la réalité des constatations matérielles marque un tournant décisif dans l'investigation. La certitude des policiers se renforce. Julien Marchand n'a pas dit toute la vérité. Ses omissions délibérées et ses contradictions répétées ne sont plus de simples erreurs de mémoire dues au stress, mais s'apparentent désormais à une tentative structurée de dissimuler ses actes. La piste de l'événement extérieur ou du drame aléatoire s'amenuise à mesure que le rôle de Julien se retrouve au centre de l'énigme. Pour la famille d'Élise, suspendue aux moindres avancées de l'enquête dans une angoisse insupportable, ces premières révélations confirment leurs pires craintes. L'homme, en qui Élise avait placé ses espoirs de reconstruction, apparaît désormais sous son vrai jour aux yeux des enquêteurs. La phase des simples vérifications d'usage est désormais révolue. Face à la multiplication des éléments suspects, et à l'impossibilité de localiser la jeune femme, la justice décide d'élever le niveau des investigations. Julien Marchand n'est plus un simple témoin entendu à titre d'information, mais devient le suspect principal d'une affaire qui s'oriente inexorablement vers le drame criminel, ouvrant la voie à une garde à vue imminente et à des expertises scientifiques poussées. Face à la multiplication des contradictions dans les déclarations de Julien Marchand et à la mise en lumière de ses déplacements nocturnes, suspects par les caméras de vidéoprotection, les enquêteurs de la police judiciaire décidant d'inciter la justice à passer à la vitesse supérieure. L'homme n'est plus écouté comme un simple témoin venu apporter sa contribution à la recherche d'une personne disparue. Il est désormais placé en garde à vue dans les locaux du commissariat. C'est le début d'un bras de fer psychologique intense entre les forces de l'ordre et le principal suspect au moment même où la recherche d'indices matériels prend une dimension scientifique de première importance. Dans les premières heures de cette mesure coercitive, Julien conserve une attitude étrangement sereine. Assis face aux enquêteurs dans la salle d'interrogatoire, il maintient fermement sa version initiale. D'un ton calme, presque détaché, il réaffirme qu'il a déposé Élise en toute sécurité après une brève conversation et qu'il n'a plus eu le moindre contact avec elle par la suite. Lorsqu'on le confronte aux enregistrements vidéo montrant son véhicule circuler tard dans la nuit sur des axes routiers périphériques, l'homme ne se déstabilise pas immédiatement. Il cherche des prétextes improvisés, évoque un besoin soudain d'aller rouler pour s'aérer l'esprit à la suite d'une journée stressante ou prétend s'être trompé dans le détail des horaires lors de ses premières déclarations. Sa capacité à rationaliser chaque incohérence témoigne d'une grande maîtrise de soi, mais cette façade ne va pas tarder à se fissurer sous le poids des expertises techniques. Pendant que les interrogatoires se poursuivent dans les bureaux du commissariat, les spécialistes de l'identification criminelle entrent en scène sur le terrain. Munis de mandats de perquisition rigoureux, les techniciens scientifiques prennent possession des biens du suspect et plus particulièrement de sa voiture personnelle. Ce véhicule, devenu une scène de crime potentiel, est transporté dans un garage sécurisé pour y subir une inspection minutieuse. Poussé jusque dans ses moindres recoins, les experts procèdent à un examen méthodique de l'habitacle, appliquant des révélateurs chimiques de pointe conçue, pour mettre en évidence les traces biologiques invisibles à l'œil nu, même après un nettoyage de surface. Méticuleux, les résultats de ces analyses scientifiques ne tardent pas à tomber et apportent un éclairage dévastateur. Le réactif chimique met en lumière plusieurs projections et empreintes biologiques dissimulées à l'intérieur de la voiture. Des prélèvements ciblés sont effectués d'urgence sur les garnitures, les sièges
et le coffre du véhicule avant d'être transmis en priorité absolue au laboratoire de police scientifique pour extraction et comparaison d'ADN. Quelques heures plus tard, le rapport d'expertise livre un verdict catégorique et irréfutable. Les traces biologiques découvertes en quantité significative dans l'habitacle appartiennent bel et bien à Élise Morel. Cette découverte matérielle majeure transforme radicalement la nature de l'enquête. L'hypothèse d'une simple séparation à l'amiable au bord de la route s'effondre définitivement. La présence de ces éléments biologiques prouve de façon incontestable qu'un événement d'une gravité exceptionnelle s'est déroulé à l'intérieur même du véhicule de Julien. Les techniciens démontrent également que des efforts manifestes ont été déployés pour effacer ces empreintes, apportant la preuve d'une volonté délibérée de dissimuler la réalité des faits survenus au cours de cette nuit d'octobre. En parallèle des constatations matérielles dans la voiture, les analystes de la brigade criminelle poursuivent l'exploitation approfondie des données de téléphonie mobile. La minutieuse étude du bornage de l'appareil de Julien, croisée avec les signaux de relais téléphoniques captés cette nuit-là, permet de reconstituer pas à pas son trajet réel. Les relevés télématiques démontrent de manière irréfutable que son téléphone a borné exactement dans le même périmètre géographique que celui d'Élise au moment précis où le signal de la jeune femme s'est éteint à jamais. Bien plus encore, les données GPS indiquent des arrêts prolongés et injustifiés dans des zones industrielles et des espaces de tri en périphérie de l'agglomération d'Orléans, des lieux que Julien avait soigneusement omis de mentionner lors de ses auditions. Fort de ce faisceau de preuves scientifiques et numériques d'une précision redoutable, les enquêteurs retournent en salle d'interrogatoire pour faire face aux suspects. L'ambiance change du tout au tout. Les policiers étalent successivement sur la table les rapports d'expertise biologique, les graphiques de bornage téléphonique et les captures d'écran de la vidéoprotection. Confronté à cet empilement d'indices matériels irréfutables, le discours rodé de Julien commence à chanceler. L'assurance qu'il affichait depuis le début de sa garde à vue s'effrite à mesure qu'il prend conscience que son réseau de mensonges est entièrement mis à nu par la science criminelle. Les questions des enquêteurs se font plus pressantes, ciblant les minutes clés de cette soirée d'octobre où la trajectoire d'Élise s'est arrêtée. Bloqué par ses propres contradictions et incapable d'apporter la moindre explication rationnelle à la présence des traces de sang de sa compagne dans son propre véhicule, le suspect s'enferme d'abord dans de longs silences. Pesant, il détourne le regard, hésite, tente une dernière fois de minimiser son rôle. Mais l'étau judiciaire s'est définitivement refermé sur lui. L'homme, aux deux visages, se retrouve acculé au terme d'un travail d'investigation d'une rigueur implacable qui laisse entrevoir l'imminence de révélations cruciales sur le drame. Acculé par l'empilement irréfutable des preuves matérielles, des relevés de téléphonie et des analyses biologiques, le mur de déni que Julien Marchand avait si soigneusement construit finit par s'effondrer. Dans la pénombre de la salle d'interrogatoire, après de longues heures de silence et d'hésitation, le suspect change radicalement d'attitude. L'assurance glaciale des premiers jours laisse place à une fébrilité marquée. Pris au piège par la rigueur des investigations scientifiques, il comprend qu'il ne peut plus nier l'évidence et accepte enfin de passer aux aveux, révélant la trajectoire tragique de cette nuit de la fin d'octobre. Julien commence par reconstituer les instants qui ont précédé le drame. Il explique avoir rejoint Élise à la sortie de son travail pour l'inciter à monter dans son véhicule, prétextant une ultime explication nécessaire avant qu'elle ne se rende au repas de famille. Le véhicule s'est ensuite stationné sur le parking d'une résidence calme à Orléans, un endroit à l'écart des regards indiscrets. C'est dans cet espace restreint de l'habitacle qu'une altercation verbale d'une violence inouïe a rapidement éclaté entre eux. Élise, déterminée à reprendre le contrôle de son existence et à protéger la sérénité de son enfant, lui a signifié avec fermeté son choix inébranlable de rompre définitivement. Face à cette résolution, sans appel la colère de Julien, alimentée par une jalousie dévorante et le sentiment insupportable de perdre son emprise, a explosé. Dans le récit qu'il livre aux enquêteurs, le suspect tente toutefois d'aménager sa propre responsabilité.
Il prétend que la situation a échappé à son contrôle de manière imprévue et affirme que l'arme qu'il détenait s'est déclenchée accidentellement au cours de la dispute, invoquant la thèse d'un tir involontaire à la suite d'un mouvement brusque. Mais cette tentative de minimiser son acte se heurte immédiatement à l'expertise balistique et médicale diligentée par la justice. Les constatations des spécialistes sont formelles, et sans ambiguïté la trajectoire et l'impact prouvent qu'il s'agit d'un tir effectué à bout, portant un acte délibéré qui ne laisse aucune place à la théorie de l'accident ou du coup de feu intempestif. La thèse du drame involontaire est définitivement balayée par la rigueur des données scientifiques. La suite des déclarations du suspect dévoile une suite de choix particulièrement sombre. Immédiatement après les faits, Julien n'a manifesté aucun réflexe de panique constructive ou de secours. Il n'a composé aucun numéro d'urgence, n'a tenté aucune manœuvre de réanimation et n'a prévenu ni les services médicaux ni la police. Au lieu de cela, il a basculé dans une logique d'effacement méthodique des traces, dans le silence de la nuit orléanaise. Son unique obsession est devenue la dissimulation de son acte pour échapper aux conséquences judiciaires. Le suspect détaille alors les étapes de sa fuite en avant. Il explique avoir quitté le parking pour transporter le corps de la jeune femme vers une zone industrielle isolée en périphérie de l'agglomération. C'est là, au milieu des installations logistiques désertes, qu'il a repéré un vaste point de collecte destiné au recyclage du papier et du carton. Profitant de l'obscurité et de l'absence de témoins, il s'est débarrassé de la dépouille d'Élise en la déposant à l'intérieur de cet immense conteneur métallique, espérant que le circuit industriel d'élimination des déchets effacerait à jamais la preuve de son crime. Julien a ensuite repris sa route pour entreprendre un nettoyage minutieux de son véhicule, tentant de faire disparaître les projections biologiques avec des produits chimiques avant de regagner son domicile au petit matin, comme si de rien n'était. Cette froideur dans la gestion de l'après-drame et cette capacité à dissimuler les faits pendant des jours devant les proches d'Élise choquent profondément les enquêteurs chevronnés de la brigade criminelle. Les aveux circonstanciés du suspect permettent enfin de lever le voile sur le déroulement exact des événements, mais ils ouvrent simultanément un nouveau chapitre particulièrement douloureux pour les enquêteurs et la famille de la victime. Si la vérité sur le drame est désormais établie dans ses grandes lignes, la question de la localisation de la dépouille d'Élise devient l'urgence absolue des forces de l'ordre, déclenchant une opération de recherche d'une ampleur exceptionnelle dans les circuits de traitement des déchets du département. Les aveux de Julien Marchand marquent un tournant décisif dans l'enquête, mais ils déclenchent immédiatement une course contre la montre d'une complexité inédite pour les forces de l'ordre. Dès que le suspect révèle le moyen utilisé pour dissimuler son geste, les policiers prennent conscience de la trajectoire effroyable qu'a suivie la dépouille de la jeune femme. Le conteneur de recyclage dans lequel Élise a été déposée fait partie d'un réseau de collecte industrielle géré de façon entièrement automatisée. Entre le moment des faits et la fin de la garde à vue plusieurs jours, se sont écoulés pendant lesquels les rotations habituelles des services de ramassage n'ont jamais cessé. Les autorités judiciaires ordonnent en urgence le blocage complet de la chaîne de traitement des déchets textiles et papier sur l'ensemble du secteur concerné. Les enquêteurs remontent méthodiquement le parcours des camions de collecte ayant opéré dans cette zone industrielle d'Orléans au cours de la nuit du drame. Les registres d'exploitation révèlent une réalité terrible. Le conteneur en question a déjà été vidé par un véhicule spécialisé, puis acheminé vers un vaste centre de tri et de valorisation situé au cœur de la région Centre-Val de Loire. Sur place, les volumes de matériaux compactés se comptent en centaines de tonnes stockées dans des hangars gigantesques où s'activent quotidiennement des machines de broyage et de compactage industriel. Face à cette situation hors norme, les moyens déployés par la police nationale et la gendarmerie prennent une ampleur exceptionnelle. Un dispositif de recherche massif est mis en place sur le site de traitement. Des dizaines de policiers équipés de tenues de protection intégrale sont mobilisés aux côtés d'experts en identification criminelle et d'unités cynophiles spécialisées dans la recherche de restes humains. Sous les hangars métalliques balayés par les courants d'air, dans une odeur prenante et au milieu d'un bruit assourdissant, les équipes entreprennent de fouiller à la main des montagnes de papier et de cartons comprimés. Le travail est colossal, harassant et profondément éprouvant sur le plan psychologique.
Chaque mètre cube de matériaux doit être étalé, inspecté minutieusement, puis écarté sous le regard vigilant des techniciens de la police scientifique. Les journées de recherche se succèdent du matin au soir sous des projecteurs puissants, sans que les intervenants ne ménagent leurs efforts. Malgré la complexité de la tâche et les conditions de travail extrêmes, la détermination des enquêteurs demeure totale. Ils savent que de la réussite de ces recherches dépend la possibilité pour la famille d'Élise de faire dignement son deuil. Cependant, le fonctionnement inhérent aux installations industrielles d'une telle envergure constitue un obstacle majeur. Les processus mécaniques d'usinage, de tri automatisé et de compactage à haute pression ont accompli leur œuvre destructrice bien avant l'arrivée des forces de l'ordre. Au fil des jours d'une inspection épuisante, les fouilles ne permettent pas de restituer la dépouille de la jeune femme dans son intégrité. Les techniciens de l'identification scientifique ne parviennent à prélever que de très rares éléments biologiques et des fragments d'étoffe dispersés au milieu des tonnes de matériaux recyclés. Ces prélèvements infimes sont envoyés en urgence absolue au laboratoire de génétique médicale pour analyse ADN. Les résultats confirmés par les biologistes attestent sans l'ombre d'un doute que ces empreintes correspondent à la carte génétique d'Élise Morel. Si ces constatations biologiques apportent une confirmation matérielle irréfutable de la présence de la victime dans cette chaîne de traitement, elles scellent également une conclusion tragique sur le plan humain. Le corps de la jeune mère de 22 ans ne pourra jamais être restitué intact à ses proches. Pour la famille d'Élise, tenue informée heure par heure de l'avancée des opérations sur le site industriel, cette réalité est un choc d'une cruauté absolue. Espérer retrouver un être cher est un instinct fondamental, mais devoir se confronter à l'impossibilité matérielle d'organiser des obsèques traditionnelles plonge ses parents et ses proches dans une détresse indescriptible. La certitude du drame est désormais établie par la science, mais l'absence de sépulture laisse un vide béant que le temps ne pourra jamais combler. Sur le plan judiciaire, cette étape marque la clôture des investigations de terrain. L'action combinée des constatations scientifiques dans le véhicule de Julien, de ses aveux circonstanciés et des analyses génétiques effectuées sur le site de tri fournit au magistrat instructeur un dossier d'une solidité irréprochable. L'enquête préliminaire touche à sa fin, ouvrant la voie à la mise en examen formelle de Julien Marchand et à son placement en détention provisoire dans l'attente de son procès devant la cour d'assises, où il devra répondre de la totalité de ses actes devant la justice. Des hommes, après de longs mois d'une instruction minutieuse, conduite par le juge d'instruction d'Orléans, le temps de l'enquête laisse place à celui de la justice. Le dossier d'instruction désormais clos rassemble un ensemble de pièces d'une densité exceptionnelle. Rapport d'expertise balistique, relevé de téléphonie mobile analyse, ADN, procès-verbaux d'audition et enregistrement des caméras de surveillance. Chaque élément matériel y est répertorié avec une précision chirurgicale. Pour l'institution judiciaire, l'objectif est désormais de présenter devant la cour d'assises du Loiret un tableau complet et irréfutable des événements survenus lors de cette nuit tragique de la fin d'octobre, afin que toute la lumière soit faite sur la disparition d'Élise Morel. L'ouverture du procès devant la cour d'assises constitue un moment de tension extrême, où l'atmosphère de la salle d'audience devient lourde et empreinte de gravité. Dans les travées réservées au public, la famille d'Élise, ses proches et ses anciens collègues de travail sont installés côte à côte, le visage marqué par des mois d'une attente douloureuse. Pour ses parents dévastés, chaque minute passée dans cette enceinte représente une épreuve psychologique redoutable. Ils s'apprêtent à replonger dans les détails les plus sombres du drame qui a coûté la vie à leur fille de 22 ans avec le désir, arde d'obtenir une justice exemplaire pour la mémoire d'Élise et pour le petit garçon qu'elle a laissé derrière elle. Dans le box des accusés, entouré par les forces de l'ordre, Julien Marchand apparaît métamorphosé par rapport à l'homme sûr de lui des premiers jours. Vêtu de sombres habits sobres, le regard souvent baissé vers le sol, il fait face à la gravité de l'institution. Dès la lecture de l'acte d'accusation par le greffier, les charges retenues contre lui énoncent la qualification la plus lourde du code pénal. L'accusé doit répondre d'actes d'une gravité exceptionnelle devant un jury populaire composé de citoyens tirés au sort assistés par des magistrats professionnels. Tout l'enjeu des débats qui s'ouvrent
va consister à analyser la personnalité de l'accusé, à disséquer la dynamique toxique au sein du couple et à déterminer avec précision la nature exacte de ses intentions au moment des faits. Dès les premières heures de l'audience, le président de la cour orchestre la présentation méthodique des éléments de preuve rassemblés par la brigade criminelle. Les experts scientifiques se succèdent à la barre avec une rigueur clinique pour exposer leurs conclusions. Le médecin légiste et les spécialistes en balistique détaillent l'analyse de l'impact mortel tiré à l'intérieur du véhicule. Avec des schémas précis et des explications techniques indiscutables, ils démontrent à la Cour que la thèse de l'accident ou du tir involontaire avancée par la défense est scientifiquement impossible. L'angle de tir, la distance à bout portant et la mécanique de l'arme prouvent au contraire un geste délibéré accompli avec une intention manifeste de donner la mort. À la suite des experts balistiques, les techniciens de l'identification criminelle viennent déposer sur les constatations effectuées dans la voiture du suspect et sur le site de traitement des déchets. Les relevés biologiques, bien que réduits à des traces infimes en raison des tentatives de nettoyage et du processus industriel de recyclage, apportent la preuve matérielle irréfutable de la présence d'Élise. L'assemblage de ces éléments de preuve dresse un portrait saisissant de la nuit du drame, balayant un à un les axes de défense développés par les avocats de l'accusé. La science criminelle offre à l'accusation un socle d'une solidité inébranlable. Puis vient le moment décisif de l'audition de l'accusé par le président de la Cour. Interrogé longuement sur son parcours de vie, sur sa rencontre avec Élise et sur l'évolution de leur relation sentimentale, Julien Marchand tente à nouveau d'expliquer l'inexplicable. D'une voix hésitante, il exprime des regrets formulés à mi-mot, évoquant une perte de contrôle sous le coup d'une vive émotion et d'une dispute qui aurait dégénéré. Mais face aux questions précises et pressantes des magistrats et des avocats de la partie civile, sa ligne de défense peine à convaincre. Chaque tentative de minimiser son comportement passif après le drame ou d'attribuer ses choix aux circonstances se heurte aux faits matériels, l'absence d'appel au secours, la dissimulation de la dépouille dans un conteneur industriel et le nettoyage méthodique de son véhicule. Les témoignages poignants des proches d'Élise apportent une dimension profondément humaine et douloureuse à ces débats techniques. À la barre, la mère et le père d'Élise évoquent avec une émotion contenue le souvenir d'une jeune femme lumineuse, profondément dévouée à son enfant, dont le seul tort aura été d'accorder sa confiance à un homme possessif. Leurs mots décrivent le vide immense, laissé dans leur quotidien, et l'horreur éprouvée face à la manière dont la vie de leur fille a été arrachée. Les amis d'Élise témoignent également, racontant à la barre l'isolement progressif que Julien tentait d'imposer sa jalousie maladive, et les confidences de la jeune femme qui cherchait désespérément une issue pacifique à cette relation étouffante. Tout au long des journées d'audience, les débats mettent en lumière la réalité d'une emprise psychologique qui s'est progressivement refermée sur la victime jusqu'à l'issue fatale. L'image de l'homme attentionné et poli qu'il offrait au monde extérieur s'efface définitivement devant la réalité d'un individu incapable de supporter la fin d'une relation et le désir d'indépendance de sa partenaire. À mesure que les plaidoiries approchent, la conviction des jurés se forge devant la clarté des preuves matérielles et la constance des témoignages. La première étape du procès touche à sa fin, préparant le terrain pour le réquisitoire de l'avocat général et le délibéré final qui scellera le sort judiciaire de Julien Marchand. Après plusieurs jours d'audience intense, le procès de Julien Marchand entre dans sa phase finale. L'atmosphère dans la salle de la cour d'assises du Loiret est électrique, empreinte d'une gravité solennelle. Les débats ont permis d'éclairer chaque détail de cette affaire tragique. Et le moment est désormais venu pour l'accusation, la défense, et les jurés de tirer les conclusions judiciaires d'un drame qui a bouleversé toute une région. C'est l'avocat général qui prend la parole en premier pour délivrer son réquisitoire. D'une voix ferme et posée, le représentant du ministère public retrace la chronologie des faits en s'appuyant sur l'imposant dossier d'instruction. Il commence par évoquer la mémoire d'Élise Morel, décrivant la jeune femme de 22 ans comme une mère dévouée dont l'existence a été injustement fauchée. Puis il oriente son propos vers la personnalité de l'accusé.
L'avocat général souligne avec force la mécanique d'emprise, le contrôle permanent et la jalousie maladive qui ont caractérisé le comportement de Julien Marchand durant les mois précédant le drame. Pour le ministère public, il ne fait aucun doute que le geste accompli par l'accusé dans la voiture était prémédité et guidé par la volonté d'ôter la vie à sa compagne, incapable d'accepter l'idée qu'elle puisse le quitter et retrouver sa liberté. L'avocat général insiste particulièrement sur l'attitude de Julien immédiatement après les faits. Le sang-froid avec lequel il a effacé les traces, dissimulé la dépouille dans un conteneur de recyclage industriel, et maintenu un discours mensonger pendant des jours témoigne, selon lui d'une absence totale de remords sur le moment, et d'une prise de conscience tournée uniquement vers sa propre protection. Jugeant la gravité des actes exceptionnels, l'avocat général réclame une peine exemplaire, la réclusion criminelle à perpétuité. La parole est ensuite donnée aux avocats de la défense. Conscients de la lourdeur des preuves matérielles et scientifiques accumulées contre leurs clients, ils tentent d'humaniser le profil de l'accusé. La défense plaide d'une perte de contrôle soudaine sous le coup d'une impulsion émotionnelle incontrôlable lors de la dispute, rejetant la qualification de préméditation. Les avocats évoquent les aveux passés en garde à vue, argumentant que Julien Marchand a fini par collaborer avec les enquêteurs et qu'il exprime aujourd'hui des regrets sincères. Ils demandent aux jurés de ne pas céder à la colère et de faire preuve d'une clémence relative en ne prononçant pas la peine maximale sollicitée par le ministère public. Après une ultime déclaration de l'accusé qui exprime à voix basse quelques mots de regret à l'attention de la famille d'Élise, le président de la Cour déclare les débats clos. Les 3 magistrats professionnels et les jurés populaires se retirent dans la salle des délibérés. Pour la famille d'Élise Morel, cet intermède représente des heures d'une attente insoutenable. Dans les couloirs du palais de justice, le silence est lourd. Chacun mesure la portée du verdict à venir, non seulement pour le châtiment du coupable, mais aussi pour la reconnaissance de la mémoire de la jeune victime. Le délibéré dure de longues heures. À l'intérieur de la salle close, le jury examine méticuleusement chaque question posée par la Cour. L'accusé est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à Élise Morel? L'acte a-t-il été commis avec préméditation? À l'issue des votes bulletins secrets, les réponses tombent une à une, scellant définitivement le sort judiciaire de l'accusé. La cloche retentit dans le palais de justice, annonçant le retour de la Cour. La salle d'audience se remplit à nouveau dans un calme absolu. Julien Marchand est ramené dans le box des accusés sous la garde des surveillants pénitentiaires. Le président de la cour d'assises prend la parole et lit la décision officielle. Julien Marchand est déclaré coupable de meurtre avec préméditation. En rémission de ces actes d'une extrême gravité, la Cour le condamne à la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité. À l'énoncé du verdict, aucun éclat de voix ne se fait entendre dans le box. Julien Marchand accueille la sentence, le regard fixe sans réaction apparente. Du côté des parties civiles, les parents et les proches d'Élise laissent échapper des larmes contenues, se serrant les uns contre les autres. La justice des hommes a rendu son jugement infligeant au coupable la sanction la plus lourde prévue par la loi française. Les portes de la prison se referment alors sur l'homme qui a brisé une jeune vie, mettant un terme définitif au volet judiciaire de cette sombre affaire. Lorsque les portes de la cour d'assises se referment et que le condamné est emmené sous escorte vers l'établissement pénitentiaire, où il purgera sa peine à perpétuité, une illusion de soulagement pourrait sembler s'installer dans l'enceinte du palais de justice. Sur le papier, l'institution judiciaire a accompli son œuvre avec une rigueur irréprochable. L'enquête policière a démêlé les fils d'un réseau de mensonges complexes, la science criminelle a apporté des preuves irréfutables et le jury populaire a prononcé la sentence la plus lourde prévue par le Code pénal. Le dossier pénal est désormais fermé, étiqueté, archivé dans les mémoires de la justice du Loiret. Pourtant, à l'instant même où le marteau du président de la Cour scelle la fin des débats, une évidence douloureuse s'impose à tous les observateurs présents. La fin du procès ne marque pas la fin du calvaire pour ceux qui restent. Pour la famille d'Élise Morel, la conclusion de cette procédure judiciaire s'apparente à une victoire bien amère. Le verdict de réclusion criminelle à perpétuité apporte certes une forme de reconnaissance officielle de la souffrance endurée
et sanctionne sans ambiguïté la culpabilité du meurtrier. Mais aucune peine de prison aussi longue, soit-elle, ne possède le pouvoir magique de remonter le cours du temps ou de combler l'abîme laissé par la disparition brutale d'une fille, d'une sœur, d'une amie. La justice répond à un besoin de règles et de sanctions sociétales, mais elle demeure impuissante face à la dévastation intime provoquée par un acte criminel d'une telle violence. Au cœur de ce drame humain subsiste une blessure béante, une ombre permanente que la décision de la cour d'assises ne pourra jamais dissiper, l'absence irréparable d'une sépulture. Dans toutes les cultures humaines, le rite des funérailles occupe une place essentielle. Il offre aux proches un espace de recueillement, un lieu de mémoire où déposer des fleurs, pleurer en silence et matérialiser le passage ultime entre la vie et la mort. C'est cette étape fondamentale du deuil qui a été définitivement confisquée aux parents d'Élise par la cruauté des choix de l'accusé. Savoir que la jeune femme de 22 ans a été jetée dans un circuit d'élimination industrielle des déchets et que son corps ne sera jamais retrouvé intact condamne sa famille à une peine parallèle, une peine sans fin, ni possibilité de cicatrisation complète. Cette impossibilité d'offrir à Élise des obsèques dignes de ce nom transforme le souvenir de la jeune femme en une présence spectrale et douloureuse. Pour ses parents, chaque anniversaire, chaque fête de fin d'année, chaque changement de saison ramène avec une acuité brûlante le souvenir de cette nuit d'octobre où tout a basculé. La maison familiale de Saint-Arnoult, autrefois résonnante de ses rires et de sa joie de vivre, conserve l'empreinte invisible de son passage. Les photos posées sur les meubles montrent le visage radieux d'une jeune mère au sourire solaire, créant un contraste saisissant avec le destin tragique et absurde qui lui a été imposé. Au milieu de cet océan de chagrin, un être central focalise toute l'attention et tout l'amour de la famille Morel, le petit garçon d'Élise. Orphelin de mère, à un âge où l'on construit ses premiers souvenirs profonds, l'enfant grandit désormais entouré par la tendresse de ses grands-parents. C'est à eux qu'incombe aujourd'hui la tâche immense et délicate d'élever ce petit garçon, de veiller sur son équilibre psychologique et de lui transmettre au fil des années l'héritage moral et l'amour inconditionnel de sa mère. Il faudra un jour trouver les mots juste empreints de pudeur et de vérité pour lui raconter qui était Élise Morel, cette jeune femme douce et courageuse qui vivait exclusivement pour son bonheur. L'histoire tragique d'Élise s'inscrit également comme un rappel sombre et poignant des dangers que représente l'emprise psychologique et la jalousie maladive au sein d'un couple. La trajectoire d'Élise, qui pensait simplement accorder une seconde chance à l'amour après une séparation, montre à quel point les mécanismes de contrôle et d'isolement peuvent s'installer de façon insidieuse avant de basculer dans l'irréparable. Dans le département du Loiret et bien au-delà, le souvenir de cette affaire demeure, gravé dans les mémoires collectives comme un avertissement silencieux sur la nécessité absolue de repérer et de dénoncer les premiers signes de violence psychologique avant qu'il ne soit trop tard. Alors que les années s'écoulent et que la vie reprend lentement son cours extérieur dans la paisible commune de Saint-Arnoult, le nom d'Élise Morel continue de vibrer dans le cœur de ceux qui l'ont aimée. Elle ne sera pas seulement connue comme la victime d'un fait divers tragique abondamment commenté dans les gazettes criminelles, mais comme une mère dévouée, une fille aimante et une jeune femme dont la lumière ne s'est jamais complètement éteinte. Malgré l'absence d'une pierre tombale où se recueillir sa mémoire demeure vivante, portée par le souvenir indélébile de son sourire et par l'amour immense, transmis à son fils ultime, rempart contre l'oubli et le néant.